vous avez du monde. On a beaucoup de monde. Les mouvements qui nous accompagnent ont beaucoup de monde. Si on additionne tout ça sur 15 thématiques, alors, j'entends flotter, ouais, mais ça s'est jamais fait. Ben, ça se fera. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle matinale de Contribuables Associés. Alors après avoir reçu l'ancien ministre Renaud Dutray, nous avons la chance d'avoir ce matin Alexandre Jardin, qui est à la fois écrivain, cinéaste, entrepreneur civique. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, vous êtes un écrivain à succès, notamment à travers le premier ouvrage que vous avez écrit à l'âge de 20 ans, Bille en tête, puis le fameux ouvrage Le Zèbre, paru en 1988, qui a obtenu le prix Femina, et puis Des gens très bien, notamment, sorti en 2011, qui a fait la une de la presse. Et puis alors vous êtes écrivain, et puis surtout vous êtes un entrepreneur civique, puisque vous avez à votre actif un certain nombre d'initiatives citoyennes à grand succès, et on peut dire empreintes de bon sens. La première, c'était Lire et faire lire, qui était un programme pour développer le goût de lire auprès des enfants. Vous avez monté, alors ça a été très court, mais l'idée était bonne, l'agence des bonnes pratiques avec le Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin. Et puis en 2007, à l'approche de l'élection présidentielle, vous avez monté un site qui s'appelait le site Comment on fait pour faire appel au bon sens des Français afin de résoudre leurs problèmes. En 2015, vous montez le mouvement citoyen Bleu, Blanc, Zèbre pour valoriser pareil les actions de la société civile. Et puis en 2025, vous revenez vraiment de plein pied dans le combat civique avec le lancement du mouvement Les Gueux, dont vous avez écrit en quelque sorte les principes dans cet ouvrage qui sera à vendre à la fin de cette conférence. Et vous pourrez naturellement vous faire dédicacer cet ouvrage. Et puis, un peu dans ce combat, en fait, un peu métapolitique que vous menez, vous avez aussi mené un certain nombre d'actions contre les développements des parcs éoliens un peu partout en France. Alors, première question, Monsieur Jardin, qu'est-ce qui fait qu'un cinéaste, un écrivain à succès se lance dans ce mouvement, justement, enfin lance le mouvement Les Gueux, qui, a priori, n'était pas un sujet qui vous concernait de premier abord? L'amour. Je dis ça parce que je sors en ce moment, vous m'avez peut-être vu sur les plateaux, je sors un roman sur la femme qui a inventé l'amour il y a 3000 ans. La chinoise qui dessine la première fois le mot. Parce que le mot n'existait pas, parce que le concept n'existait pas. Et si je vous réponds aussi simplement, c'est que je crois que si nous faisons les choses sans amour, elles n'existent pas. Pour moi, le 18 juin 40, c'est pas un acte militaire, c'est un acte d'amour. C'est un homme qui est fou amoureux de sa France. Visiblement, ce jour-là, il n'y en a pas beaucoup, ils sont pas très nombreux. Et il fait un acte qui est un acte d'amour pur pour la France. Il ne sait pas ce qui va se passer. Il ne sait pas que 4 ans après, la France remontera les Champs-Élysées. Il ne le sait pas. Et je pense que si ça ne part pas du cœur profond de ce que nous sommes, l'histoire ne se remettra pas en route. Comment Mandela fait pour empêcher le bain de sang en Afrique du Sud? Il commence pendant les 28 ans de captivité, il commence par rendre son humanité à son geôlier. Il aurait pu le haïr. Non, il fait le choix de l'aimer. Et quand il sort, ce type devient son valet de chambre. Donc il sort en étant un homme profondément transformé. Personne en France ne doute que Charles a gouverné la France par amour profond pour ce que nous sommes. Gandhi, vous savez qui c'est. Je pense que cette force-là, elle est requise dans les grands moments difficiles. Alors peut-être que vous vous dites, ce mec est fou, il a écrit trop de romans d'amour. Je pense pas. Je pense que les fous, ce sont les cyniques. Parce que le moteur du monde, le moteur du changement du monde, à un moment, ça part de cette espèce de notre dimension la plus haute qui s'appelle le cœur. Et si on se bat sans cette grandeur-là, on va perdre. Et si on se bat avec cette grandeur-là, on ne peut pas nous arrêter. Si on veut délivrer notre pays d'un système totalement fou, adémocratique, complètement hors sol, complètement hors de portée du citoyen, si on le fait
avec des sentiments cracra, avec un légitime ressentiment, on va perdre. Parce qu'on n'attirera pas les bonnes personnes. On n'attirera pas les gens qui vont se battre avec dignité, avec grandeur, avec désintéressement. Or, les grands combats ne se gagnent pas autrement. Regardez les Compagnons de la Libération, c'est des gens pas mal. Or, ces Français-là, ils ont toujours existé. Ils font partie de notre histoire. Il y en a plein en ce moment. Simplement, si on ne les convoque pas dans l'action publique, mais ils ne viennent pas. Ils restent chez eux, ils s'occupent de leurs maris, de leurs femmes, de leurs enfants. Donc oui, c'est strictement ça. Et je pense vraiment que c'est comme ça qu'on est en train de gagner. Parce qu'on est en train de gagner. Alors, c'est né d'un mouvement contre les ZFE. Qu'est-ce qui m'a choqué? Je revenais d'Asie, je n'étais pas au courant, je n'avais pas suivi le truc. Et je me rends compte dans mon village, dans l'Aude, je me rends compte qu'il y a un papa, c'est le début du livre, et c'est comme ça que ça s'est passé. Je me rends compte qu'il y a un papa qui ne peut pas récupérer ses enfants pour le week-end, qui a divorcé, et dont les enfants sont à la garde de la mère, dans une ZFE. Et il n'a pas les moyens, comme tous les gens de mon village, de changer de voiture. J'ai l'impression d'être dans une dystopie. J'ai l'impression d'être... Enfin, depuis être en France. Tout à coup, l'idée qu'on puisse chasser les pauvres et les classes moyennes des villes... Au début, sincèrement, j'ai cru qu'il avait mal compris. Je n'ai pas intégré comme naturel que la France puisse envisager de revenir, de s'engager dans une rupture d'égalité, dans une mesure d'exclusion radicale, sociale, spatiale. Ce qui fait que je rentre chez moi, je le raconte, je vais voir avec des instruments d'IA combien de voitures sont virées. Je m'aperçois qu'il y en a 11 millions. Et je demande, mais il y a combien d'humains derrière? Les fourchettes étaient entre 22 et 26 millions de gens. Et très tranquillement, sans que ça fasse la une des journaux, on habitait dans un pays qui engageait le processus, qui était en train de commander des radars pour lire les plaques, pour virer les pauvres et les classes moyennes. Pour virer quasiment tout le monde. Parce que lorsque vous virez 22 millions, vous virez des gens qui ont des sœurs, des grands-mères, des liens, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous engagez une mécanique de rupture des liens. Parce que ce papa, avec ses enfants, on lui disait que... Et puis, il ne s'entendait pas avec son ex, il avait peur de repasser devant le tribunal et qu'on lui retire la garde. Bon. Et puis, je me rends compte que dans mon village, je vais après pas à la boulangerie, à l'épicerie, et je demande à Fabienne, qui connaît tout le monde, on est 1000 dans le village, dans l'Aude. Je lui dis, mais vous êtes nombreux à être virés? Et elle me dit, tout le monde. Et je lui dis, t'exagères? Elle me dit, non, il n'y a que quelques Toulousains, ils ont les bonnes voitures qui ne puent pas. Nous, on pue. C'était la fin de la France pour moi. Et donc, je me suis engouffré là-dedans. On est arrivé à convaincre 78% des Français qu'il fallait arrêter cette folie. C'était 8 Français sur 10. On l'a fait mesurer par l'IFOP, par tout ça, après des combats, avec plein de mouvements d'associations, de trucs. Les motards en colère qui étaient eux aussi virés. Et on réussit à faire voter un amendement d'abrogation qui est voté en assemblée plénière avant l'été. Et là, moi, naïvement, je me dis... Bon, c'est gagné. Ouais, c'est bon. Alors, comment on le fait voter? On le fait voter parce qu'on a le peuple. C'est-à-dire que les députés, je les ai suffisamment informés du fait que chacun de leur électorat était pour moi, pas pour eux. L'électorat macroniste était à 66% pour les gueux. Ils avaient convaincu 19% de leur électorat. Or, ça reste quand même des machines à se faire réélire, ces gens. Donc, le jour du scrutin, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont pour vous votent, et les autres vont faire pipi. Ou ils vont à la buvette. La stratégie du pipi. Ça veut dire que la lâcheté étant ce qu'elle est, quand un député lâche son gouvernement, il ne le dit pas, mais il ne vient pas. C'est comme ça que c'est passé. Et là, moi, je pensais qu'on aurait la commission mixte paritaire Sénat. Et je découvre que la technocratie va repousser ça jusqu'à janvier. Ça veut dire que
si on passe par les voies normales, démocratiques, des députés qui votent, un débat national, on a une gentille technocratie qui vous dit non, on va maintenir les ZFE. D'ailleurs, vous avez un président qui s'affiche pendant l'été qui dit les ZFE resteront. Ça ne le dérange pas que son Parlement existe, que 80% de son peuple pense autre chose. Il l'assume frontalement. Bon. Et il me le fait savoir par « Oh, tu penses que tu vas... » Non. Et en janvier, la commission mixte se réunit, on la gagne. Là, une fête. La date de vote en assemblée plénière est fixée au 27 janvier, et le 26 au soir, j'apprends que le gouvernement a repoussé le vote. Soi-disant après les élections municipales, la vérité, c'est qu'ils vont tout faire pour que ça n'ait jamais lieu. Et je le sais parce que j'ai vu la durée entre le vote en assemblée plénière et la commission mixte paritaire. C'est-à-dire que par des techniques administratives qui n'ont plus rien à voir avec la démocratie, ils ont empêché le Parlement français de voter, quoi. Et en fait, cette dépossession du peuple, elle est au cœur de tous vos trucs. Et moi, qu'est-ce que je lis? Je ne lis pas contribuable associé, je lis citoyen associé. À un moment, on voit bien qu'il y a une mécanique mortifère de la dépossession du citoyen. Là, je l'ai raconté pour les ZFE, mais après, on s'enclenche. On enclenche un deuxième combat, non pas sur les éoliens, mais sur la facture d'électricité. C'est ça qui me tourmente. A priori, je comprends que quelqu'un trouve ça poétique. Mais ce qui me démange, c'est que la facture d'électricité du peuple a doublé depuis 10 ans. Alors que nous avions une électricité bon marché, souveraine, abondante, aucun problème de production, des installations amorties. Donc nous devions rentrer plutôt dans une période baissière des prix. Et tout à coup, la technocratie invente un truc européen, le prix fixation, le machin, se met à créer un déluge d'énergie, non pas renouvelable, mais le vrai mot c'est alternative. C'est-à-dire que plus vous en mettez, plus vous avez besoin d'avoir une énergie qui va compenser quand il n'y en a pas. Et malheureusement, ces énergies produisent quand on n'en a pas besoin. Donc, ça veut dire que vous créez un deuxième appareil, alors qu'on est déjà décarboné, avec un alibi écologique. Moi, je suis tout à fait pour faire de l'énergie décarbonée. Mais elle est déjà décarbonée. Bon. Donc, il se lance là-dedans. Évidemment, il faut payer ces investissements. Et là, vous avez une inflation de dépenses. Pourquoi? Parce que quand vous mettez des champs d'éoliennes partout, il faut les raccorder. Alors que quand vous avez 55, 56 réacteurs nucléaires qui fonctionnent, vous avez des autoroutes énergétiques. Donc, vos coûts de transport sont maîtrisés. Là, c'est plus maîtrisé. Je participe à un moment à une commission dite d'enquête à Cherbourg. Je vois arriver deux types qui disent « Tiens, on va parler du raccordement entre un champ d'éoliennes et la Terre, juste ça, hein, le petit bout, là. » Il dit « Il y a eu un problème dans les devis, c'est plus 1,5 milliard, c'est 2,9 milliards. » Je dis « En effet, il y a eu un petit problème. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quelle somme on parle. Au moment où on n'a pas assez d'argent pour l'accompagnement des fins de vie en France. Je prends juste un petit détail, il se trouve qu'on va tous mourir. Donc, est-ce qu'on meurt dans la décence? Bon, ça suppose de ne pas mettre de l'argent dans un bout de tuyau avec un dérapage de 1,5 milliard. Bon. Vous pouvez imaginer tous les autres champs. Ça veut dire qu'on a signé n'importe quoi pour pouvoir engager les contrats. Ça veut dire que c'est que des bombes financières. Vous le vivez comme ça. Et puis pendant cette réunion, il y a un petit gars qui arrive avec un t-shirt, il me dit qu'il avait l'air nerveux. Et je comprends que c'est l'ingénieur qui pilote Flamanville.
Et là, il se fout en pétard. Il dit, maintenant, vous arrêtez vos conneries. C'est une grosse machine, une centrale nucléaire. Ce n'est pas une variable d'ajustement par rapport pour laisser passer des énergies intermittentes. Si vous jouez à ça, on va rentrer dans une zone d'insécurité et vous détruisez la valeur d'un bien public. Parce que la longévité de nos centrales casse. Or, leur valeur, c'est leur longévité. Donc, toute la question, c'est comment on les emmène à 80 ans ou 100 ans pour certaines, pour continuer à avoir de l'énergie. On s'engage dans ce combat-là contre ce qu'on appelle la PPE3, la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est un condensé de tout ce qu'une idéologie technocratique veut vous faire bouffer, et qui enclenche en fait un nouveau cycle de doublement de la facture. Alors qu'on a en gros 36% des Français qui n'arrivent pas à la payer actuellement, parce qu'elle est trop chère. Et surtout, ce cycle, il est d'autant plus terrifiant que vous avez pu le vivre. Quand vous baissez votre thermostat, donc vous consommez moins, votre facture monte. Parce qu'il y a 3 tiers. Il y a la consommation, il y a les taxes, et là, évidemment, il va bien falloir les payer, ces investissements. Quand vous engagez au bas mot 300 milliards, donc quelqu'un doit bien le payer. Ensuite, vous faites exploser vos coûts de transport de l'énergie. Donc cette taxe-là, elle est en train d'exploser. Parce que si vous mettez un peu de solaire partout, un peu d'éolienne partout, il faut tirer des câbles, il faut tirer votre courant, dans certains endroits, est produit pas en alternatif, il faut faire des usines sous-marines. On n'en a pas besoin. Et tout ça sur des hypothèses mensongères. Et l'État fait tout pour planquer les rapports d'EDF, les rapports de RTE. Je les ai lus. Vous avez lu. C'est terrifiant ce qu'ils disent. En gros, il y a des professionnels qui disent « Oh, ça va, on arrête les conneries ». Vous avez des cris d'alerte de l'Académie des sciences, où il y a 3-4 personnes qui savent à peu près calculer. Bref, vous avez toutes les autorités un peu sensées qui disent « Stop ». Stop pour plein de raisons. D'abord la facture. La facture, il faut que les gens puissent vivre. Bon, que l'humain puisse vivre dans des conditions décentes. Ensuite, il est hors de question de braquer les Français par leur facture parce qu'en fait, c'est un impôt qui ne dit pas son nom, une facture EDF. C'est un impôt. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez coupé EDF? Vous n'avez pas le choix. Non. C'est une dépense contrainte. Tout ça va pour des industries d'importation, faire tourner la Chine et l'Allemagne. Je ne suis pas certain que ce soit notre vocation. Avec un très haut niveau de corruption. Parce qu'il y a tellement d'argent là-dedans que le magot est distribué et partagé, notamment avec des communes, des régions, on leur paye des trucs, et ils ont besoin de cet argent parce que, en tout cas, leurs finances ne sont pas bonnes. Donc, vous êtes maire d'une petite commune, vous êtes pendu, et on vous refait votre jeté avec des lampadaires, de trucs, vous dites pas non. Avec un achat invraisemblable de certaines associations d'élus locaux, en fait, c'est l'argent de la drogue. Cette PPE3, c'est vraiment l'argent de la drogue. C'est-à-dire qu'on va prendre l'argent dans la poche des gens par la facture, et après, on se répartit. Faut sortir de ça pour qu'on redevienne un pays décent, normal, autonome, faisant des choix raisonnables, et surtout, penser pour la personne, pour l'humain, pas pour les systèmes. Et donc, moi, je me bats par amour pour ces gens-là. Voilà. Donc, là, la PPE3 va être signée cette semaine. Elle ne passera jamais dans les faits. Nous ne le permettrons pas. C'est fini les conneries. Je vais vous expliquer comment on va rentrer en combat. Parce que, dorénavant, le pays n'est plus à vendre. Et si vous le décidez, il ne sera plus à vendre. Si à un moment, nous n'acceptons plus certaines choses,
on va redevenir un peuple puissant. Mais à un moment, on doit se dresser. Et c'est pas mon métier, normalement, de faire ça. Je suis plutôt là pour faire des films et des romans. Mais on est citoyen. Et je veux une France citoyenne. Je vais vous expliquer après comment j'imagine que le citoyen reprenne le contrôle de son pays. Et il n'est même pas question qu'on échoue. Parce que sinon, on va être vraiment rayé de la carte. On va être dépecé, dépossédé par l'agriculture. Je ne vous parle pas du Mercosur et du... On doit reprendre le contrôle de nos vies avec dignité, en grand démocrate, en amoureux de la France et en amoureux de la valeur de chaque personne. Parce que là-dedans, moi, ce qui me terrorise, c'est la culture du mépris. Ça veut dire que vous pouvez être 80% à penser quelque chose, ils s'en foutent. Et on continue. Et on continue. Or, derrière ça, la France, ça ne peut pas être le mépris. On vient de loin, on ne s'est pas construit sur la culture du mépris, on s'est construit sur des ambitions sublimes, sur des valeurs sublimes, sur un humanisme sublime. Donc on va y retourner. On va y retourner. Et vous, avec votre mouvement, vous avez pris un angle. Mais maintenant, il y a plein d'angles. Mais on voit bien que quand, derrière toutes les problématiques que vous soulevez, parce que derrière la question de l'argent, c'est la question de la citoyenneté, hein, on va pas se... et de la perte de contrôle par le citoyen de la dépense, c'est la citoyenneté. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi et qui me disent « Ah, Frexit, Frexit ». Je dis « Mais de toute façon, vous n'avez pas évaporé les Européens, ils sont là. On vit avec eux. Toute la question, c'est de savoir s'il y a la primauté de notre droit ou pas. Et là, c'est plus puissant parce que c'est un acte citoyen. C'est le retour de la démocratie. Donc tout ce qu'on va porter avec le mouvement des Gueux, bien au-delà, tout ce qu'on va vous proposer, ça sera un retour de la démocratie. C'est pas très compliqué. Je me fous des accusations de populisme, de machin, de trucs, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que la démocratie reprenne, donc le respect de chacun d'entre vous, l'amour de chacun. Voilà. Donc on ne peut plus éliminer l'humain. Or là, on s'est engouffré. Juste en venant, je venais d'apprendre qu'Amélie de Montchalin va être nommée à la tête de... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui n'ont plus d'électeurs sont en train de bétonner l'État central. Et ils sont en train de... Parce qu'accessoirement, quand vous avez ce poste, vous ne pouvez pas être démis. Comme elle est assez jeune, ça veut dire qu'elle va être là pendant encore 40 ans. Avec sa culture. Et accessoirement, c'est elle qui vient de faire la loi de finances, qu'elle va être soi-disant en charge de contrôler. Donc, là, on sort de la trajectoire démocratique. Mais sur ce cas, c'est-à-dire le bétonnage de l'État central par des gens qui n'ont plus d'électeurs, là, on a fait sortir le patron de la Banque de France pour en mettre un à soi, qui va durer un peu plus longtemps. Et vous avez ça à tous les étages. Donc, moi, ce qui me tourmente, c'est pas une attaque contre cette femme. Ce qui me tourmente, c'est que c'est une attaque contre la démocratie. C'est-à-dire que ça va empêcher, étape par étape, la décision démocratique. Vous avez un contrôle du Conseil constitutionnel, un contrôle du Conseil d'État, un contrôle... Donc l'espace laissé à la démocratie, terminé. Le gueux, et finalement, nous on a appelé ça les gueux, mais je n'ai pas choisi le mot. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais quand même, c'est pas très valorisant. Et j'ai simplement fait un post dans mon village quand j'ai vu qu'on virait un tiers du peuple, et j'ai terminé le post de manière un peu provoque en disant, mais on s'en fout, c'est des gueux. Et le lendemain, il y avait 500 000 personnes qui étaient venues voir le post, et les gens en ont fait un hashtag. Hashtag gueux. Vous savez comme moi qu'un hashtag, vous ne le contrôlez pas.
où les gens l'utilisent, et vous avez pu remarquer que le mot gueux est rentré maintenant dans le vocabulaire. Les journalistes disent les gueux, les trucs. Ils ne font pas forcément référence à nous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rendez compte? Un peuple qui fabrique il prend un mot de mépris, et de vieux mépris. Ça veut dire que ça vient de loin, ce mépris social épouvantable. Ce mépris... je veux qu'on sorte de ça. Je veux qu'on redevienne un pays, je dis bien d'amour. On a fini par s'habituer à ce qu'il y ait sur les plateaux des gens qui ne parlent pas d'amour de la France. Mais ce n'est pas normal. On a fini par s'habituer à ce que le mot devienne presque un peu étrange, gênant, quoi. Mais c'est le contraire qui est immonde. Quand vous prenez une décision, vous savez bien dans le fond de votre ventre s'il y a de l'amour ou s'il n'y en a pas. Et on le sait tous. Et dans la vie, on reconnaît les gens qui sont mus par ça ou pas. Personne ne pense que Macron est mu par de l'amour. Personne. Oui, l'amour de lui-même. Bon, mais si vous posez la question au sujet de Pierre Mendès France, que vous soyez à gauche ou à droite, vous voyez bien que tout le monde dit, bah oui, le mec, il se battait pour ça. Quoi. Bon. Que vous soyez... je remonte plus haut, il se trouve que c'était très proche de ma famille. Jean Jaurès. Que vous soyez socialiste, pas socialiste, truc, vous voyez bien que le type était mu par ça. Bon. Que Charles de Gaulle était mu par un amour profond pour la France. Donc, je voudrais que quand on avance sur des causes, on se pose toujours cette question. Est-ce qu'on est cracra? Ou est-ce que la partie haute de nous-mêmes est digne de notre citoyenneté française? Et pourquoi ça me paraît aussi important? Parce que nous sommes la France. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas que nous. Si nous sommes grands, l'humanité sera grande. Si on devient des minables, c'est l'humanité qui perd. On roule pour l'homme. On est un peuple très particulier. C'est pas de la mégalomanie, c'est pas du... Je pense que nous avons le pouvoir d'instiller des mouvements, ou pas, d'être des minables, ou d'être des très grands citoyens. On doit reprendre notre rôle historique, qui va bien au-delà d'un impact stricto sensu financier ou économique. Je rappelle que les Grecs n'étaient pas très nombreux à Athènes. On s'en souvient encore. Je veux qu'on devienne ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je publie un roman d'amour, sur la nature même de l'amour, qui est un roman hautement politique. Même si je parle de la Chine d'il y a 3000 ans. Voilà. Et puis après, on va rentrer dans le... Comment on fait quoi lundi? Alors, avant de partir effectivement sur les propositions, est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison pour laquelle, ou pour lesquelles, je ne sais pas, justement, les politiques publiques liées à l'écologie ne sont jamais interrogées? Vous savez qu'un des objectifs de Contribuables Associés, c'est de demander des comptes à l'administration, justement, sur l'ensemble des politiques publiques. Et en tout cas, s'il y en a une sur laquelle il est très très difficile de demander des comptes, c'est justement celle-ci. En tout cas, d'obtenir des réponses, c'est justement celle-ci. Alors vous qui avez du coup croisé, de par vos engagements, un certain nombre de responsables administratifs qui sont souvent à l'initiative, et vous parlez notamment de l'Union européenne dans votre ouvrage, de ces politiques publiques, comment vous expliquez que, eh bien, en fait, on aille dans un sens qui semble défier tout bon sens, justement, sur ces sujets-là? Elles ne sont pas interrogées parce qu'elles ne sont pas écologiques. Et que donc, si on gratte, on voit bien que ce n'est pas écologique de foutre 15 000 tonnes de béton sous la mer, sur des fonds marins vierges, pour accrocher une éolienne. Un enfant de 5 ans le voit. J'entends l'encore Premier ministre qui dit « on fait ça parce qu'on veut accélérer l'électrification des usages ». Un enfant de 5 ans comprend que ça suppose de baisser le prix, pas de le monter. Donc l'écologie commande de faire des choix de baisse des prix de l'électricité. Si vous avez un chauffage au fioul, vous ne passerez à l'électricité que si le prix baisse. Donc, sa dernière déclaration est tellement effarante. Il faut électrifier. Ben oui,
ça suppose de baisser les coûts et de baisser les prix. Enfin, c'est tellement bête ce qu'on dit. Donc elles ne sont pas interrogées parce qu'elles sont fondamentalement anti-écologiques. C'est effarant. Il y a eu une inversion. Donc si on commence à soulever un peu, on dit au fait ça sert à quoi? Et c'est surtout ça sert à qui? Qui gagne là-dedans? Le citoyen, l'écologie, la planète? Ou tel producteur, tel détenteur d'un contrat garanti par de l'argent public qui équivaut à un papier d'État? Non. Donc c'est pas interrogé parce que tout est bidon. On ne m'ôtera pas de la tête, je pense sincèrement, que la pseudo-cause écologique, je dis pseudo parce que quand j'étais jeune, j'ai été extrêmement sensible à ça. J'ai participé, et je participe toujours à des associations qui prennent des initiatives de production écologique. Ça n'a rien à voir. C'est là où il y a des vrais écolos qui essayent de régler des problèmes. Et on est tous d'accord que c'est évident. Mais en fait, ces gens ont détruit la construction. On ne construit plus en France. L'industrie automobile, les pertes récentes de Stellantis, provisionnées, je ne sais plus, c'est 22 ou 25 milliards. Beaucoup. Quand vous parlez avec les industriels français, ils savent qu'ils sont promis à la mort complète si on maintient 2035, la disparition du moteur thermique. Malgré les protestations des Allemands, la Commission a remis en loose day 1 milliard de contraintes pour essayer de reprendre le contrôle par les bureaucraties. Donc ça détruit tous les socles de puissance de l'Europe. Sincèrement, je serais le patron du FSB, je mettrais de l'argent là-dedans. Je serais chinois, je mettrais de l'argent là-dedans. Je serais américain, je mettrais de l'argent là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne m'ôtera pas de la tête que pour avoir été aussi violemment hostile à la puissance européenne, à la puissance française, il y avait beaucoup de gens qui y avaient intérêt. Il y a eu une trahison, mais fondamentale, qui profitait des dispositions idéologiques d'une partie de l'Europe. Ce truc est terrifiant. Donc, évidemment qu'on va arrêter tout ça. Mais plus qu'arrêter. Et évidemment qu'on va être vraiment écolo. Parce qu'écolo, c'est pas du tout fabriquer de la norme au kilomètre qui détruit. C'est fabriquer des solutions. C'est produire des solutions. C'est prendre soin. C'est l'amour. Mais vous voyez bien que c'est pas la même pulsion, c'est pas la même énergie. Si vous êtes mère et que vous prenez soin de votre écosystème, je vais vous prendre un exemple d'une guerre que j'ai menée, une guerre écologique, que j'ai menée dans mon village. J'arrive, toujours à la boulangerie, il y a 3 ans, et je vois le maire fou furieux qui est fils de chevrier. Il avait mis la main sur un troupeau de 500 chèvres qui devait nettoyer le sous-bois, la garrigue. Ce qui est vital pour le sud, si vous voulez éviter le feu. Autrefois, il y avait moins de feu parce qu'on nettoyait beaucoup mieux et qu'il y avait une présence des animaux dans la garrigue. Donc il était tout heureux et il a reçu un coup de tampon de la préfecture. L'ONF interdisait le transport des chèvres. Parce qu'il fallait protéger une espèce dans la garrigue. Et au nom de ce délire et d'un rapport écolo, d'un écolo qui n'avait jamais vu une chèvre, interdiction. Et s'il signait le papier, c'était du pénal. Et le mec, dans mon village, ils ont tous peur du feu. Et vous avez bien vu l'été dernier qu'il y avait 3-4 raisons. Et c'était l'ONF. Il y avait un règlement, il fallait sauver une espèce. Donc le maire appelle le préfet et dit si on brûle votre espèce, elle brûle. Donc on peut revenir sur Terre. D'autant que c'est un arbre qui représente une véritable torche et un diffuseur de feu. Ça a été une connerie de le mettre c'est une variété de pin. Et dans mon village, ils sont tous contre cette variété parce qu'ils veulent pas que leur garrigue brûle.
J'ai fait passer cet homme. D'abord, j'ai interviewé sur ma page Facebook. Il y avait 2000 commentaires. Les gens étaient pour les chèvres. Au fond, ils étaient pour le bon sens parce qu'on lui a dit qu'il fallait nettoyer la garrigue, mais au pétrole. Parce qu'on était écolo. Et quand il a dit, mais on ne peut pas descendre dans les vallons où démarrent les feux. Je ne peux pas envoyer un humain. Il n'y a que les biquettes qui vont. Ah non, non, les règlements. Et nous, on sait ce que c'est que l'écologie. Pas de chèvres. Je l'ai fait passer le matin sur Sud Radio. Il y a un journaliste de Figaro qui l'a vu, qui a fait une demi-page sur la guerre des chèvres. Le lendemain, il y avait 2 JT, TF1, France 2. La préfecture est revenue avec Bars. Ils n'ont pas su comment le maire de ce village avait déclenché tout ça. Mais ce n'est pas un mode de gouvernance. Il ne peut pas y avoir tout le temps un type comme moi qui allume le feu, hein, si j'ose dire. Et résultat, les chèvres ont pu venir. Ils ont pu nettoyer les bordures des routes et les zones très sensibles. L'été dernier, nous n'avons pas brûlé. Dans les corbières qui ont brûlé. Nous n'avons pas brûlé. Les chemins ont fonctionné comme des pare-feux. Je bénis le chevrier qui est allé nettoyer. Parce que le désastre autour, vous n'imaginez même pas ce que c'est que les corbières. Après le feu. Et puis les menaces sur les humains, puisque c'est venu lécher les villages. On a eu beaucoup de réfugiés dans notre commune. Donc, on va revenir à une écologie avec des chèvres, de terrain, de production, et on va faire tomber ces espèces de trucs. Mais là, on a lutté pour les chèvres, on a lutté pour la facture d'électricité, on a lutté pour les ZFE. On ne va pas pouvoir continuer à courir alors qu'ils sont d'une créativité démentielle. Donc, moi, ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on entre dans la phase d'après, où on va véritablement reprendre le contrôle. Et quand je dis reprendre le contrôle, ça ne passe pas par l'élection d'un président uniquement ou d'une majorité différente uniquement. Parce que les blocages sont tels. Les blocages juridiques. Pourquoi est-ce qu'ils s'amusent à mettre du Amélie Montchalin là et de trucs? Les blocages en interne de l'État sont tels. Les blocages liés aux traités qui nous ont engagés sont tels qu'il n'est pas vrai qu'une élection présidentielle suffit. Il n'est pas vrai que l'élection d'une majorité différente suffit au Parlement. Tout est bloqué pour que la démocratie ne puisse plus fonctionner et que l'espace démocratique soit résolu. Il n'est pas vrai qu'avec le principe de précaution dans le préambule de la Constitution, il n'est pas vrai que le Conseil constitutionnel laissera au peuple un espace de respiration et de remise en ordre. Les hautes cours contrôlent quasiment tout. L'État qu'on a qualifié de profond, c'est-à-dire il n'y a rien de profond, il est... les Amélie de Montchalin, c'est pas d'une profondeur démentielle. Mais disons qu'il contrôle suffisamment. Donc, les gens qui vous vendent le grand soir par un changement électoral, à un moment, il faut qu'on soit absolument sérieux. C'est pas vrai. C'est pas vrai à cause de tous ces blocages-là. Donc on est au point de rupture de 1958. Vous voyez bien qu'à l'époque, les Français sentaient bien qu'il y avait un problème de système, ce que Charles appelait le système des partis, qui n'arrivait plus à régler nos problèmes coloniaux, qui n'arrivait plus à régler la remise en ordre de l'économie, des dépenses publiques. Donc on était devant une impossibilité systémique. C'est ça, 58. Ça se solde par l'arrivée de Charles, dans les circonstances que l'on connaît, et par une loi spéciale qui lui permet de gouverner par ordonnance pendant 6 mois. Il y a plus de 300 ordonnances qui vont être prises. Et puis ensuite, le vaisseau étant restructuré, la démocratie reprend, même si on a traité ce monsieur de fasciste. Vous avez tous en tête la conférence de presse où il répond à ça, où il dit « Mais pourquoi voulez-vous que j'ai attendu 67 ans pour entamer une carrière de dictateur ?»
les libertés publiques, je les ai rétablies. Donc nous allons les rétablir. Mais on ne va pas le faire de manière classique. Parce qu'on est en 58. C'est-à-dire qu'on est devant de tels blocages constitutionnels, européens, de traités, que va falloir qu'on soit terriblement associés. C'est beaucoup plus grave qu'un mauvais emploi de l'argent public. Disons que, évidemment, c'est n'importe quoi. Je n'ai pas encore lu le livre, mais je n'ose pas imaginer ce que je vais encore découvrir. Puisqu'en réalité, quand vous avez un système qui est hors de contrôle, il fait n'importe quoi. Mais du matin jusqu'au soir. Vous avez tous entendu récemment que la Cour des comptes, je ne sais plus si c'est la Cour des comptes ou le Conseil d'État, ordonnait à l'État de soigner tous les malades extra-européens. Voilà. Les mariés aussi. Non, mais pourquoi pas? Si le peuple décide. Non, mais ce n'est pas le cas. C'est une décision d'une cour de justice administrative qui prend une décision éminemment politique qui doit engager le citoyen. Ça engage ses deniers. Donc, que nous ayons un débat et que nous tranchions dans un sens ou dans l'autre, c'est ça la démocratie. On se doute à peu près où tombera le choix du peuple. Oui, mais démocratiquement, prenons nos décisions. Alors que là, quand je vous dis qu'on a un problème systémique, c'est en fait tous les jours. Vous allumez une télé, vous regardez sur les réseaux, vous voyez, tiens, non, c'est... Ils ont pris la décision. Le Mercosur, ils ont pris. Pour rigoler, le président va à Bruxelles dire non, je suis contre, mais je ne vais pas saisir la Cour de l'Union, de manière à vous entuber. Donc, on a un problème qui est beaucoup plus grave qu'un problème de majorité. Alors justement, sur ce sujet-là, sur comment faire, est-ce que une des pistes d'ailleurs que vous évoquez dans votre ouvrage, une des pistes que Contribuables Associés a poussé auprès de l'ensemble des candidats à la dernière élection présidentielle avec un écho relatif, qui est donc le référendum d'initiative citoyenne qui permet en fait au peuple de trancher sur des sujets sur lesquels on l'interroge. Le président Sarkozy avait mis en place un système je crois que c'était à peu près 2008, mais qui est tellement verrouillé qu'en fait personne ne peut justement... C'est une plaisanterie. Engager en fait une décision sur ce sujet-là. Voilà, les choses sont vraiment très très verrouillées. Je vous invite à lire la Constitution sur ce sujet-là parce que c'est un modèle de complexité. Donc voilà, est-ce que très concrètement, justement sur le que faire, est-ce qu'il ne faut pas se constituer en mouvement, justement populaire pour vraiment imposer cette thématique dans le cadre de la prochaine élection présidentielle pour que l'ensemble des candidats inscrivent dans leur programme la possibilité en fait pour les citoyens, avec des conditions relativement évidemment encadrées, mais pas inaccessibles, pour que le peuple justement puisse trancher sur des sujets qu'il aura décidé, sur lesquels il aura décidé de demander l'avis justement à l'ensemble des Français. C'est le seul chemin. Mais je vais vous proposer une marche à suivre pour qu'on ne se fasse pas avoir. Monsieur. Oui, sur cette question-là. Alors on va passer les questions à la salle. Alors juste petite précision, on passe le micro. Mais je vais parce répondre. que c'est enregistré. Et je vais répondre vraiment. Oui, sur cette question-là, c'est à mon avis, c'est même pas le référendum d'initiative citoyenne qui est une bonne idée. Mais on a un problème. Je suis très content d'entendre la référence à Charles de Gaulle. Parce que le vrai problème, c'est, à mon avis, il y a deux articles qui permettent de réformer la Constitution. Il faut bousculer, il faut renverser les juges. Oui. C'est le Parlement qui a liquidé Louis XVI. De Gaulle avait dit, Mitterrand avait dit, les juges vont nous renverser la République. Ils renversent la République en ce moment. Donc la seule solution, elle est constitutionnelle. Il faut redonner le pouvoir au peuple. Mais il y a deux articles. Il y a l'article 11 et l'article 89. Oui. Tous les juristes vont vous dire, je suis en discussion en ce moment dans un parti pour travailler sur la présidentielle, vont vous dire, il n'y a que l'article 89. Mais si vous voulez passer par un référendum, c'est la seule voie, redonner la parole au peuple, je suis entièrement d'accord, c'est l'article 11. Parce que l'article 89, vous avez besoin des deux votes conformes des deux chambres, Sénat
et Assemblée nationale. Et la deuxième chose, c'est après, c'est les 2/3 du Congrès réunis. Vous ne passerez jamais. Même si vous aviez une majorité absolue, il faudrait une telle majorité que ce serait supérieur à celle qu'a eu De Gaulle avant. Donc De Gaulle a adopté l'article 11. Il faut y aller. Il faut faire la révolution juridique. Et si on ne renverse pas la table, on ne passe pas par l'article 11 tel que l'a fait le général De Gaulle, on n'aboutira à rien. Donc il faut bousculer tous les juristes. La plupart sont en désaccord. Vous regardez toute la doctrine, les universitaires, et la majorité des magistrats est contre. Donc, il faut bousculer les gens quand il y aura la présidentielle, les gens qui auront été élus pour changer les choses, j'espère, ne pourront faire que... c'est là la question que je voulais vous poser, parce que je ne vois pas d'autres possibilités. Voilà. Alors, je vais essayer de répondre. Et pas de manière théorique, mais de manière opérationnelle. Parce qu'à un moment, il faut gagner. Il faut gagner parce que l'enjeu, c'est vraiment l'effacement de notre pays, de notre culture, de ce que nous sommes. Donc c'est un enjeu d'identité et de ce qu'on a à apporter à l'espèce. On est en train de travailler sur quelque chose qui n'est pas encore à maturité. On est sur le point de basculer dans une technologie qui va être opérationnelle. Quand nous serons prêts, nous le dirons. C'est la fin de ce que dit ce petit livre. Si vous pensez que les partis actuels vont accepter ça, c'est comme si vous leur demandiez d'aller se pendre. Ils vont être réticents. La dernière fois qu'il y a eu une tentative, on a bien vu ce que Sarkozy a fait. Il s'est assis d'abord sur le référendum de 2005, en jugeant que son élection présidentielle l'avait béni et lui donnait le droit de défaire ce qu'un référendum avait fait. Ensuite, il y a eu l'invention de ces articles qui font que c'est impossible. Ça vient d'eux, hein. Si vous croyez qu'en pesant sur les partis, on leur imposera ça, demandez à un voleur de renoncer au vol. S'il est voleur, c'est qu'il est d'accord pour voler. Donc, il va falloir procéder autrement. Je pense de manière réaliste. Parce qu'il s'agit de notre pays. Quand nous aurons notre instrument référendaire qui permettra de lancer des référendums hors État sur des blockchains, c'est-à-dire stables, inviolables. C'est le principe d'une blockchain. Quand vous faites quelque chose sur un ordinateur, vous avez un ordinateur central. Quand vous avez une blockchain, vous avez 500 000 ordinateurs qui sont reliés par un code. Donc si vous cassez un élément de la blockchain, ça se voit sur les 500 000. C'est le principe des blockchains. C'est ce qui a permis le développement des crypto-monnaies et la fiabilité des échanges des crypto-monnaies. Et pourquoi est-ce que les cryptos ont utilisé la blockchain? Parce qu'il s'agissait d'argent. Donc il fallait faire assez précis. Les industriels des blockchains, jusqu'à présent, n'ont jamais imaginé utiliser cette technologie pour la démocratie. Ils l'ont utilisé que pour créer des crypto-monnaies. Ils sont en train de travailler avec nous sur la création d'un outil référendaire. Pardon. Pardon. On va lancer des référendums thématiques. On va en parler avec vous. On va additionner une quinzaine de grands sujets avec un objectif, créer des convergences françaises pour que les réponses avoisinent les 80%. Pourquoi? Parce que si vous gagnez un référendum et que vous êtes à 51, vous n'avez pas la force de rupture.
La force de rupture, c'est quand on refait de l'unité nationale sur des questions fondamentales. Et si vous alignez une quinzaine de référendums avec des résultats qui vont entre 70 et 90, vous avez une puissance. Parce que vous avez tout à coup des masses de gens qui disent quelque chose de fondamental. On va lancer ça de manière à ce qu'une quinzaine de grands sujets soient tranchés par des millions de Français avant Noël prochain. Au moment où on va lancer ça, on va venir discuter avec vous. On va venir discuter avec beaucoup de mouvements sur les formulations de ces questions, parce qu'il faut qu'on soit incroyablement démocrate. Si vous vous faites plaisir dans la question, mais que vous faites plaisir à 32%, ça ne sert à rien. Nous devons être capables de poser des questions qui créent de l'unité. C'est ça le gaullisme. Hein. Historique, c'était pas fait pour 3 pelés. C'était fait pour toute la nation. On va lancer ça. On a besoin que chaque mouvement mobilise toutes ses troupes. C'est en additionnant question après question que l'on va refaire un outil de puissance populaire. Quand on aura établi à Noël un rapport de force avec le système des partis, avec la technocratie, les technocraties, on prendra une décision politique. Mais dans un rapport de force, pas en quémandant. On va reprendre le contrôle par des voies référendaires. Et moi, ce que je préconise, c'est que si on voit que se dessinent des grands courants au fil des référendums, et pas sur 100 000 personnes, il faut qu'on soit des millions, on décidera si on fait un deal avec eux ou si on y va. Et si on devait y aller, ce serait non pas sur la base d'un programme, mais sur une base de 15 à 20 référendums structurants, redonnant directement le pouvoir au peuple. C'est beaucoup plus puissant qu'un programme. Je rêve d'un gouvernement où chaque ministre sera le garant de l'exécution d'un référendum, et non pas sera le favori du prince. Parce qu'à ce moment-là, vous avez 15 ou 20 ministres qui ont de la puissance. Si quelqu'un doit rétablir la primauté du droit français en cas de conflit avec une décision européenne ou un traité ou une cour de justice, et qu'il peut parler au nom de 82% spécifiquement, vous voyez bien que la discussion n'est plus du tout la même. Mon peuple a dit. Et je veux de nos représentants à Bruxelles disant « Ok, c'est sympa votre truc, mais mon peuple a dit ». Cette logique-là, je vais répondre à chacune de vos questions, parce que ça en soulève beaucoup. Cette logique-là est une logique de puissance. On va rétablir la citoyenneté, et il est évident que la question du référendum d'initiative citoyenne fait partie des 15. C'est évident. Et dans des conditions normales, c'est-à-dire en transposant en gros la mécanique helvétique. On a un laboratoire à côté, et on a une société qui fonctionne plutôt mieux, en démocratie. Et quand les gens disent « Ah oui, mais c'est petit », non, non. Le numérique, aujourd'hui, a plani toutes ces questions-là. La révolution de la blockchain est une révolution. Quand j'entends les tentatives de contrôle de la population par des soi-disant tiers de confiance qui iraient vérifier votre carte d'identité, ça n'existe pas un tiers de confiance en politique. Ça n'existe pas. Donc nous, quand les gens voteront avec leur pièce d'identité, il n'y aura pas de tiers de confiance. Ça ne sort pas du téléphone. Et ensuite, c'est traité par de la blockchain. Ça veut dire qu'on ne pourra plus arrêter nos scrutins. Quand je dis on ne pourra plus, c'est tout le désarroi des États. C'est que les crypto-monnaies, ils ne les contrôlent pas. Ouais. Monsieur. Oui. Et monsieur. Je propose de poser des questions très courtes. Oui. S'il vous plaît. Ma question est courte, monsieur Jardin. Vous m'avez fait bondir tout à l'heure en disant « Madame Amélie de Montchalin, je n'ai rien contre elle ». Madame Amélie de Montchalin, elle a un passé et un passif.
Le passé, elle a promis, lorsqu'elle était ministre du Budget sous Bayrou, qui lui-même était, je vous rappelle, président du plan, enfin patron du plan, de supprimer 1800 ou 1600 organismes qui servent à rien. Et puis, elle a un passif. Elle a 40 ans, mais elle a un passif, puisqu'elle elle a été ambassadrice de l'OCDE. Moi, j'ignorais qu'il y avait une ambassade de l'OCDE à Paris, c'est-à-dire un statut. Non, mais vous riez, mais un ambassadeur ne paye pas d'impôts. Il a un chauffeur. Et elle avait un chauffeur. Elle avait un véhicule qui était, comment dirais-je, donné par le Quai d'Orsay. Donc, elle a un passé, elle a un passif. Et quelque part, moi, je pense que quelque part, il faut que ce soit dénoncé. Il faut que ce soit dit, tout cela. Non? Qu'en pensez-vous? Je vais répondre. On va coupler deux questions comme ça. Oui. Allez, monsieur, pardon. Monsieur, vous avez parlé effectivement donc des hauts fonctionnaires qui occupent donc notre État, qui organisent et qui autorisent et qui permettent la mise en œuvre de décisions qui ont été votées en Assemblée par exemple, et qui les bloquent quand ça ne les arrange pas. Quel serait le moyen, avec la blockchain, de pouvoir contrer ces points-là? Alors, la blockchain, ça ne va être que le support technique qui permet de garantir la fiabilité du résultat. Ce n'est pas la blockchain qui va piloter. Il faut qu'il y ait un support, un instrument. Il se trouve que cette révolution est disponible. Maintenant, les cas précis que vous soulevez tous les deux, vous voyez bien qu'il y a une perte de contrôle intégrale du citoyen derrière, en fait. Le fait qu'on permette à cette femme, mais en même temps, quand je dis, c'est pas ce que vous dites, c'est désolant. C'est désolant, mais c'est symptomatique d'un système. Au-delà du cas particulier, si nous prenons des décisions dans la gestion de la technocratie, dans la redéfinition même de notre État, parce qu'il y aura un grand référendum restructurant avec à peu près 100 milliards d'économies à la clé, de fonctionnement. Vous ne pouvez pas avoir un système de permanent de financement croisé. La moindre décision coûte un prix de fou. Quand vous avez 7 signatures, ça veut dire que vous avez 7 bâtiments, 7 chauffages, 7 équipes, des caisses de retraite, des machins, les 7 signatures. Donc le financement croisé, en gros, on arrive à peu près à 60 milliards de conneries par an. Juste ça, hein. C'est-à-dire dans une mécanique absurde. Et où il y a des Amélie Montchalin partout. Parce que si je vous dis, est-ce que vous êtes capable de citer le nom de la personne qui dirige la CAF? Vous voyez les montants financiers que gère la CAF? C'est hors démocratie. Donc... Il y a 100 milliards à peu près. Voilà. Vous pouvez, juste pour que tout le monde l'ait en tête. C'est à peu près 100 milliards, les 100 milliards. montants gérés par la CAF. Vous ne savez pas qui gère 100 milliards. Et c'est hors élection. Donc, en fait, des cas d'Amélie Montchalin, vous en avez absolument partout. Mais vous en avez partout parce que vous avez des structures qui le permettent. Donc, la reprise de contrôle, c'est pour ça que je veux qu'on discute aussi ensemble de la définition même des référendums. Et qu'on soit très précis. À chaque fois, il y aura une question et il y aura 5 ou 7 conditions d'application, de mise en œuvre, pour que ce soit compréhensible par les gens. Si je dis oui, ça veut dire ça. Et si je dis non, je dis non. Mais tout ce que vous décrivez n'est plus à la portée du pouvoir de réforme classique. Et il y aura des gens comme ça qui vont s'infiltrer en permanence. Mais la remise à leur place des hautes cours, ça ne peut venir, d'ailleurs, même moralement, ça ne peut venir que du souverain. Vous, moi. Parce qu'à ce moment-là, on a un socle moral. On a un socle éthique. On sait ce qu'on est. On est un peuple démocratique. Donc, mais donc, des cas comme ça, mais vous en avez au kilomètre. Mais au kilomètre. Donc, bien sûr que c'est désolant, mais on a envie de pleurer. Parce qu'en fait, les dés sont pipés.
Donc, dans le système helvétique, ce n'est pas possible tout ça. Et les lois fédérales en Suisse, votées par le Parlement fédéral, à 96% sont d'origine parlementaire. Mais en vérité, elles sont toutes d'origine ultra-démocratique. Parce que les 96% sont prises par des gens qui font des commissions d'enquête, qui écoutent des gens comme vous, puisqu'ils intègrent la possibilité d'être invalidés par un référendum qui les enverrait promener. Donc, il y a un certain nombre de choses de l'ordre de l'indécence, parce que, au fond, derrière ce que vous avez dit, en fait, il y a une indécence antidémocratique, qui n'est pas possible dans un système où le citoyen peut riposter. Ça établit un autre équilibre. Et on va réussir. Imaginez qu'on échoue. Mais il n'en est même pas question. Je veux dire, il y a des moments dans l'histoire où il n'est même pas question d'échouer. Donc, quand on va lancer ça, je demanderai vraiment à ce que tous vos membres téléchargent et votent. Et fassent télécharger. Il faut qu'on redevienne une grande nation. Et d'une certaine manière, je discutais avec des patrons de chaînes info, parce que eux, ça les intéresse aussi pour l'audience. Je me fiche relativement... C'est pas que je m'en fiche. Pour moi, le processus est plus important que le résultat. Le simple fait que le citoyen se réapproprie... Alors, il y a plein de gens aussi qui vont me dire « Ah, raison. Mais c'est pas légal, votre truc, puisque vous le faites à côté de l'État. Donc, en quoi est-ce que ça va modifier la réalité ?» Je dis que si nous avons 2, 3, 4 millions de gens qui prennent cette décision de redevenir citoyens, nous pèserons de manière frontale à l'élection présidentielle où nous la gagnerons. Et au lendemain de nos décisions référendaires, je vous jure que le pays changera. Pas parce qu'on leur a promis, mais parce que les Français se seront promis à eux-mêmes leur propre choix. Donc, maintenant, on doit arrêter de lever le doigt et de dire « Oh, ce serait cool de nous écouter ». Ils ne vont pas écouter. Ils vont simplement devoir se positionner face à la montée d'une puissance citoyenne ordonnée, mesurée, constructive, parce qu'il s'agit de construire. Est-ce qu'on redevient ce grand peuple ? Je pense que vous avez du monde. On a beaucoup de monde. Les mouvements qui nous accompagnent ont beaucoup de monde. Si on additionne tout ça sur 15 thématiques, alors, j'entends flotter « Ouais, mais ça s'est jamais fait. » Ben, ça se fera. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Alexandre Jardin pour votre témoignage. Vraiment formidable. Pour résumer votre propos, je crois qu'on peut parler d'un éloge de la subsidiarité, très concrètement, mot qui est un peu compliqué pour effectivement... Qui panique tout le monde, mais... Qui panique tout le monde, mais en fait, mais qui permet de régler les problèmes, voilà, exactement. C'est je te fais confiance. Au plus proche, exactement. Alors, en tout cas, vous pouvez compter sur les membres de Contribuables Associés, naturellement, pour vous aider dans vos divers combats. Avec 2 mots-clés. Le premier mot-clé, c'est évidemment l'éveil des consciences, puisqu'effectivement, on ne pourra pas, effectivement... redresser le pays sans l'adhésion de l'opinion publique. Et croyez-moi, Contribuables Associés y travaillent. Et puis Dieu, et c'est pour ça que nous serons ravis de nous associer à vos différentes démarches, proposer des solutions concrètes pour effectivement participer là aussi directement au redressement du pays, puisque vous le savez, les responsables politiques ont des convictions certes, mais sont surtout très sensibles à l'opinion publique. Donc si on arrive à rallier l'opinion publique avec nous, eh bien on arrivera effectivement à infléchir les décisions d'un certain nombre de responsables et de la technocratie qui est effectivement un adversaire coriace. Donc plus on est nombreux, plus on aura des chances de gagner. Merci beaucoup pour votre attention. L'ouvrage d'Alexandre est disponible derrière, auprès de Pauline. Donc n'hésitez pas à poursuivre les échanges, évidemment, à acquérir cet ouvrage que Alexandre se fera peut-être un plaisir de dédicacer.